tenue du micro, messieurs, dames. Bien au niveau du menton, pas sur le côté. Voilà, bien ici. Parfait. Merci beaucoup. Vous pouvez enlever le masque sur scène. C'est comme... voilà, pas de souci. Pas sanitaire. Masque, monsieur. Je pourrais vous demander de le mettre... caché. Super, voilà. Merci beaucoup. Bienvenue pour ce forum de l'économie, le forum du Nouveau Monde, consacré à la transition environnementale et sociétale, qui est organisé par le groupe de la Dépêche du Midi. Bienvenue à tous et à toutes qui êtes présents dans la salle. Bienvenue à ceux qui nous regardent en direct sur les réseaux sociaux. Nous allons parler ensemble cet après-midi de l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire, c'est un nouveau modèle économique. Tout le monde ne sait pas exactement de quoi il relève. On va essayer d'éclaircir votre lanterne sur le sujet. L'économie circulaire vise à répondre aux enjeux de préservation des ressources, aux enjeux environnementaux pour la planète, mais aussi de notre santé, de réduction des déchets et de lutte contre le gaspillage. Elle vise à sortir finalement de la société du tout jetable dans laquelle
pour aller vers cette économie circulaire. Alors, pour en parler avec nous, nous avons 4 invités sur ce plateau. Bonjour à tous les 4. Merci d'être venus échanger avec nous. Nous avons volontairement choisi de parler de ce thème en mettant en avant 4 profils, vous allez le voir, très différents, puisque l'idée, c'était de montrer qu'à chaque niveau, dans chaque environnement, on pouvait agir et mettre des choses en place. C'est donc qu'on soit dans des grandes entreprises du luxe, que l'on soit dans la grande distribution ou dans le monde associatif, chacun peut agir pour cette économie circulaire et des choses sont faites. On va vous apporter quelques exemples sur ce plateau. Avec nous, Martine Maragou, bonjour, vous êtes vice-présidente d'Emmaüs France. Oui, et également la présidente de la communauté de Montpellier. Ben voilà, merci d'être avec nous. Laetitia Vasseur, vous êtes déléguée générale et cofondatrice de l'association HOP. Cette association, c'est HOP, c'est H-O-P, Halte à l'obsolescence programmée, et ce depuis 2015. Marc-Antoine Jamet, à vos côtés, est secrétaire général du groupe LVMH. Merci, monsieur, d'être venu partager avec nous Bonjour. les actions qui sont mises en place dans votre groupe. Et Jean-Baptiste Léger, directeur RSE et affaires publiques pour Lidl. Vous êtes en charge donc de l'action En route vers demain. Lidl en route vers demain. Oui, bonjour. Bonjour à tous les 4. Alors, je vais discuter avec les uns et les autres, les uns après les autres, et nous vous donnerons la possibilité ensuite, vous qui êtes avec nous dans la salle ou sur les réseaux sociaux, de poser des questions à nos intervenants pour en savoir plus sur ce qu'ils ont mis en place si on a manqué de clarté. Marc-Antoine Jamet, on va commencer ensemble. Vous êtes, je le disais, secrétaire général du groupe LVMH. Le groupe LVMH, pour resituer, pour ceux qui ne le connaissent pas ou que de nom, il réunit plus de 75 maisons d'exception qui créent des produits de très haute qualité. Vous êtes un des seuls qui est présent sur simultanément 5 secteurs majeurs du luxe, les vins et les spiritueux, la mode et la maroquinerie, les parfums et les cosmétiques, les montres et la joaillerie, et la distribution, une distribution plus sélective. L'industrie textile et celle du luxe, elles sont confrontées à un véritable défi écologique et social avec les enjeux planétaires qui sont face à nous. Et face à ces enjeux, c'est vrai que certains groupes de la mode et du luxe, et vous en faites partie, ont développé des initiatives qui s'inscrivent dans cette économie circulaire. Alors c'est vrai qu'on a envie de se dire, économie circulaire, intuitivement, ce n'est pas quelque chose que l'on aurait associé au luxe. Pourquoi vous êtes engagé? Intuitivement et géographiquement, je ne participe pas tous les jours à une table ronde à côté d'Emmaüs. C'est-à-dire que Christian Dior et Emmaüs se rencontrent très certainement, mais pas tous les jours. Et c'est vrai que l'économie circulaire, un certain nombre des débats qui sont aujourd'hui ceux de l'écologie, ceux de l'environnement, paraissent assez éloignés de nous. Nous, ce sont des petites séries, c'est non pas un gaspillage, mais c'est une exubérance qui est vue comme un des instruments du luxe, c'est l'éternité, c'est la rareté. Et l'éternité, normalement, ne nécessite pas de recyclage. En tout cas, c'est difficile, on le dira au bon Dieu et il trouvera ça bizarre. Il y a un grand recyclage à un moment, mais après, normalement, la vie est éternelle. Et la rareté, ce qui, théoriquement, implique des petites séries, de la haute couture et de la personnalisation. Donc, pour cette raison, on a peu de chances, normalement, d'être dans cette table ronde. La deuxième, c'est que l'idée du recyclage est assez loin. On verra tout à l'heure qu'il y a un marché de la seconde main, du luxe, que on est en train d'y réfléchir, mais l'idée est plutôt de trouver quelque chose qui soit exceptionnel, qui soit singulier, qui soit unique, et qui soit là encore assez loin du recyclage et de la réduction. Puis la troisième chose, c'est que quand on dit textile et luxe, ce n'est pas la même chose. Nous représentons 0,5% de l'empreinte carbone de l'ensemble du secteur textile. Il y a des grandes marques que l'on connaît, on en parlait tout à l'heure en préparant cette séance. Mes filles, quand elles avaient 15 ans, maintenant qu'elles ont 20 ans, s'y précipitent et reviennent avec des choses extraordinaires à 12,50 € en fin de série. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Et donc notre empreinte carbone, elle est très faible. L'empreinte carbone d'un groupe de 53 milliards d'euros et de 170 000 salariés, c'est 1% de l'empreinte carbone d'un groupe automobile. Donc d'une certaine façon, on n'est pas dans ce secteur-là, ce n'est pas les valeurs qu'on cherche à accrocher. En pourcentage, en statistique, on n'y est pas non plus, et donc on peut s'étonner pourquoi une entreprise qui a un flux tendu, une entreprise qui fait qu'est-ce que c'est que la mode? C'est ce qui se démode, donc normalement on ne devrait pas avoir. Alors il y a 3 raisons. Et pourtant vous y êtes. On y est parce que d'abord, l'éternité plus la rareté, ça s'appelle la durabilité.
Durabilité des métiers, l'obsolescence programmée, on n'aime pas trop ça. Moi, j'ai eu un cadeau exceptionnel quand je suis devenu secrétaire général d'LVMH, il y a maintenant 92 ans, qui était un cartable. Et j'ai le même aujourd'hui. Parce que les objets que nous fabriquons sont des objets qui se réparent. Et donc, c'est la durabilité des traditions, des savoir-faire, mais aussi des objets, des produits. Et on a été rejoint il n'y a pas très longtemps par quelqu'un qui s'appelle Stella McCartney, que j'appelle le Jiminy Cricket de l'environnement. Chez nous, penchée sur notre épaule, elle nous dit à tout moment, mais est-ce qu'on devrait faire autrement? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire mieux? Et c'est ça qui est important. Et donc, il y a 1, durabilité, 2, sens de la réparation, 3, il faut bien reconnaître que tous nos produits dépendent de la nature. Il n'y a pas de textile s'il n'y a pas de coton. Il n'y a pas de vin s'il n'y a pas de raisin. Il n'y a pas de cosmétiques s'il n'y a pas de fleurs. Donc l'idée de rendre, et rendre fait déjà arriver quand même la notion de circulaire, à la nature ce que nous lui empruntons est important. Et puis, il y a quelque chose qui est apparu de manière plus forte avec la pandémie, mais qui est clair, c'est que nos clients veulent que nous soyons exemplaires. Et de ce point de vue-là, l'absence de circularité, un caractère polluant, un non-respect pour la biodiversité est devenu insupportable pour une entreprise énergétique, insupportable pour une entreprise nucléaire, insupportable pour une entreprise automobile, insupportable pour tous ceux qui sont dans l'industrie lourde. Elle est encore plus insupportable pour une entreprise qui vise à l'excellence. Nous sommes probablement, de manière infinitésimale, des très faibles pollueurs, mais le peu de pollution que nous ferions, ou l'absence de toute économie circulaire, serait mal pris par nos clients. Deuxième chose, quand on recrute, et Dieu sait qu'on est le premier recruteur en désirabilité, la première chose que nous disent ceux qui nous rejoignent, c'est qu'est-ce que vous faites pour la planète? Qu'est-ce que vous faites pour la biodiversité? Rassurez-moi, il n'y a pas de pesticides dans le champagne, les herbicides sont interdits chez vous. Première chose qu'ils demandent. Et puis, on voit bien, alors ça réunit à la fois nos clients et nos salariés, que l'opinion est là pour nous demander ça. Et puis, je dis toujours avec une certaine naïveté ou une certaine transparence ou une certaine franchise, si nous n'étions pas partisans de l'économie circulaire par conviction, et nous le sommes, si nous n'étions pas partisans de la biodiversité par volonté, et nous avons cette volonté, il y a une chose très simple, ce que nous faisons le nécessite. Qu'est-ce que c'est que le fabriquer en France? C'est notre force. On fabrique avec Victor Hugo, avec les châteaux de la Loire, avec Marcel Proust, avec l'image de la France. Et l'image de la France, dans ce fabriqué en France, c'est 4 choses. L'authenticité des produits circulaires, on sait d'où ils viennent. Ils sont passés par plusieurs filtres. S'il y a une plateforme qui récupère ce qu'on appelle chez nous les tissus endormis, il y a une très belle expression, les tissus endormis. C'est les tissus qu'on n'utilise plus. On va y revenir. On a vérifié. Donc, première chose, authenticité des produits. Deuxième chose, protection de l'environnement. Troisième chose, sécurité du consommateur. Et quatrième chose, performance de l'innovation. C'est les 4 piliers du fabriqué en France, du Made in France, comme on disait autrefois. Et dedans, il y a l'économie circulaire. Donc, si nous n'avions pas cette philanthropie, qui est celle de Bernard Arnault, cette volonté, c'est quelqu'un, je pense, qui a une vision qui est assez rare dans l'économie, dans l'industrie, une vision très forte. Si nous ne l'avions pas, il y a une nécessité de le faire pour nos marchés, pour nos clients. Et d'ailleurs, ça fait très très longtemps que nous le faisons, puisque on ne le sait pas obligatoirement, mais on a participé au protocole de Nagoya. Vous avez une direction de l'environnement, d'ailleurs, depuis 1992. Depuis le sommet de la Terre et Rio, la maison brûle. Eh bien, quand la maison a brûlé, nous, on s'est dit, il y a un vrai problème depuis très longtemps. Et aujourd'hui, il y a 2 initiatives majeures. Voilà, je voulais y venir sur justement ces initiatives, parce que donc, vous l'avez inscrit dans votre feuille de route. Sous quelle forme est-ce que vous l'avez inscrit dans cette feuille de route? Sous la forme de quelque chose que vous appelez LIFE, donc LVMH, Initiative for the Environment. Il y avait LIFE 2020, maintenant il y a LIFE 360. Qu'est-ce que c'est? Alors d'abord 360, c'est parce que comme on n'est pas très malin... 360 degrés. Oui, mais non, c'est parce que comme on n'est pas très malin, on a besoin de moyens mnémotechniques, on est vieux, on est fatigué, donc 360 c'est 2023, 2026 et 2030. C'est les 3 étapes que nous nous sommes fixées pour améliorer grandement les choses. Par exemple, je dis qu'on avait une très faible empreinte carbone. En 2026, nous devons avoir, pour tout ce qui est le premier et le deuxième scope, c'est-à-dire la production et la vente, fait disparaître 50% de cette empreinte carbone. Et en 2030, 360, 50% de ce qui est 94% de notre empreinte carbone, c'est-à-dire le trajet des clients, le trajet des salariés et le trajet des produits, c'est-à-dire le transport. Eh bien, on doit en faire également disparaître 50%. Donc, il y a cette feuille de route que l'on rend la plus visible, on communique dessus, et par là même, on s'oblige. Quand on donne à la fois des objectifs chiffrés et des dates, si on n'y arrive pas, c'est un échec. Et la deuxième chose, qui a été annoncée il y a 15 jours, c'est un laboratoire exceptionnel qui prendra place près de l'école polytechnique, qui s'appelle Gaïa, la Terre, et qui a pour but véritablement de diffuser dans chacun des 5 secteurs. Autrefois, on avait de la recherche-développement en viticulture et en cosmétique. On n'allait pas plus loin. La recherche-développement sur le sac à main est assez peu connue.
Et bien justement, essayer d'en faire en termes d'objets connectés, d'objets propres, d'objets recyclés, de faire en sorte que les sciences dures soient véritablement à l'écoute du luxe, qui est vraiment, une fois encore, faire de la recherche-développement dans notre secteur, ce n'était pas évident. 400 chercheurs, à côté des plus grandes écoles françaises, sur le plateau Saclay, dont un début, ce sera véritablement de faire vivre Live 360 et de créer une image environnementale impeccable. C'est vraiment Antoine Arnaud, le fils de Bernard Arnault, qui dirige l'environnement dans cette maison, et Hélène Valade, qui vient de Suez, qui est la directrice de l'environnement, nous fixe des buts. Voilà. Et quand vous avez en plus Stella McCartney, qui utilise WhatsApp toutes les 5 minutes pour dire qu'il ne faut pas faire ci, il faut faire ça, il faut faire mieux, ce sont des puissants incitateurs. Alors, si on rentre un peu plus dans le concret encore, le luxe, vous l'avez dit tout à l'heure, est lié à la notion d'éternité et de moins d'une longue vie des produits, mais qu'est-ce qu'il en est de leur première vie? Comment est-ce que vous intégrez cet objectif de circularité? On peut donner des exemples, par exemple, avec tout ce qui est recyclage et reconditionnement dans le cadre des parfums, du cosmétique, avec la plateforme Cèdre ou encore Impact. Vous pouvez nous développer un petit peu ces exemples d'action? Il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner, mais la première chose qu'il faut faire, c'est d'abord de fixer la durée de vie ou le cycle de vie d'un produit. Si on ne dit pas dès le départ, il n'y a pas d'obsolescence, il y a une durée de vie qui est programmée, pas programmée pour détruire, mais programmée pour durer et être réparée, ça ne sert à rien. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est trouver des indicateurs. Et de ce point de vue-là, moi je ne suis pas partisan d'indicateurs fabriqués par des associations bizarroïdes dont on ne sait pas quand on est sur une application si elles disent la vérité ou pas. Je suis pour qu'on fasse avec le CNRS, avec l'ADEME, avec un certain nombre de grandes organisations internationales, des indicateurs. Et mieux vaut que ces indicateurs ne soient ni chinois, ni américains, mais qu'ils soient français et européens, pour qu'on sache ce qu'on va faire. Donc première chose, fixer la durabilité, fixer le cycle de vie. La deuxième chose ensuite, une fois qu'on l'a évalué, c'est réinterroger chacun de nos composants, réincomposer chacun de nos produits, réinterroger chacun de nos process pour savoir si cette durabilité, elle peut être allongée, si ce cycle de vie, il peut être espacé. Et c'est ce qu'on essaie de faire, soit avec les matières premières. On a inventé il n'y a pas très longtemps, vous parliez de Cèdre, qui est une formidable plateforme qui permet à l'intérieur du groupe d'échanger entre marques. Il y en a 75, un certain nombre d'éléments, du bois, du verre, des matières premières. Mais il y a Nona Group, qui est une Nona Source, qui est une plateforme virtuelle qui permet d'échanger entre les marques de mode des tissus qu'elles n'ont pas pris. Il y a une plateforme qui s'appelle Impact, qui permet, alors là, on rêve encore plus, c'est d'échanger de la vanille, de l'ylang-ylang, du jasmin, et donc de faire en sorte que des matières premières qui autrefois étaient au rebut, qui n'étaient pas utilisées, puissent servir à celui qui n'en a pas. Ajoutons également que... Et donc ça, c'est des plateformes qui fonctionnent de façon transversale entre toutes les marques du groupe. Exactement. Et là aussi, il y a un puissant incitateur. Je ne vais pas revenir toujours sur les mécanismes du marché. On va croire que je suis un ultralibéral. Mais vu le prix de l'ylang-ylang, compte tenu du prix de la vanille et compte tenu de ce que je sais du prix du jasmin, mieux vaut que des marques se les rachètent plutôt que ça se perde, car ce sont des matières premières qui ne sont pas totalement gratuites. Et on voit plein de choses. Mais ce qui est formidable, j'ai dit tout à l'heure, et j'ai eu tort, que c'était les salariés, que c'était les clients. C'est aussi les directeurs artistiques. J'ai parlé de Stella McCartney, mais on pourrait parler de Jonathan Anderson, qui est chez Loewe, et qui passe son temps à réutiliser des éléments de collection précédentes pour les réintégrer dans le nouvel. Il y a un garçon qui s'appelle Kim Jones chez Fendi, qui a rajouté, les plus fashionistas d'entre nous, pas vous, mais moi qui suis tout à fait fashionista, ça se voit. Il y a le sac baguette de Fendi, il y a le sac Picaboo de Fendi, et qui avait un motif en plein milieu qui s'appelait la zucca, et qui maintenant est fait avec des fibres réutilisées, et qui donc le motif central d'un sac peut être fait avec une matière qui a été réutilisée et recyclée, ce qui est quand même, c'est peu connu, c'est peu su. Autrefois, ça aurait été perçu il y a 30 ans comme un terrible désavantage. Aujourd'hui, c'est montré comme un des éléments qui fait le luxe. Alors, on ne va pas trop parler avec vous, vous le disiez tout à l'heure. Il ne faut pas que je cite de marque toutes les 30 secondes. Non. Si tout le monde se précipitait pour acheter un sac Vuitton, ça serait grave. Et on ne va pas trop parler des produits qui ne peuvent pas être réutilisés ou réemployés. Vous le disiez, il y en a très peu, parce que vous n'êtes pas dans l'accumulation de stock. Pour ce qu'on appelle le groupe fashion, pour nous, c'est vrai, c'est assez rare. Voilà. J'ai plutôt vu des files d'attente avec des ruptures de stock chez Vuitton que des bennes qui partaient à l'encan. Par contre, un point que nous n'avons pas abordé et pourtant qui compte beaucoup dans votre industrie, c'est celui du packaging. Et là, vous y travaillez énormément. Le packaging, là aussi, c'est un renversement total de la perception qu'on peut avoir de luxe. Qu'est-ce que c'est que le luxe il y a 30 ans, il y a 50 ans? C'est un objet qui est du parfum, donc un peu de liquide, dans un très gros flacon en verre qui pèse très très lourd, entouré d'énormément de papier de soie, avec une boîte à chaussures en carton pour enfermer un rouge à lèvres, et si possible une tonne de ruban. Et on s'aperçoit aujourd'hui que c'est quelque chose qui n'est plus dans les valeurs
que nous partageons tous. Cette exubérance, elle n'est pas gage d'authenticité. La qualité absolue du produit a repris le dessus sur la qualité de sa présentation. Donc il faut arriver à trouver, dans l'innovation et dans la performance, un moyen de séduire autant le consommateur, en même temps en le rassurant sur les ressources de la planète. Et le champagne, par exemple, on en parlait tout à l'heure, toute personne qui a le souvenir de sa communion solennelle, alors moi je suis très très âgé, je l'ai dit tout à l'heure, c'était au XIXe siècle, la bouteille de champagne très très lourde. Et puis on s'est aperçu que dans la main, la bouteille de champagne qu'on arrivait à peine à tenir par son culot pour servir, elle devient de plus en plus légère. On s'aperçoit qu'une marque comme Ruinart décide d'abandonner la boîte qui entourait le champagne, mais de faire une peau carrément sur la bouteille elle-même. Et on s'aperçoit que de plus en plus, c'est quelque chose qui se répand. On a signé un accord il n'y a pas très longtemps avec les verriers. Il faut savoir que les flacons de luxe sont faits dans ce qu'on appelle la vallée de la Brelle, entre les Hauts-de-France, cher à M. Bertrand, et la Normandie. Il y a un endroit qui s'appelle la vallée de la Brelle, c'est là le groupe Pochet, Certessence, un certain nombre de champs fabriquent des choses exceptionnelles. Ils avaient des ennuis parce qu'on a moins vendu de parfums au moment où tout était arrêté. Et pour redémarrer, ils nous ont demandé, ce qui était assez naturel, qu'on anticipe des commandes. On leur a dit oui, mais il y a deux choses. D'abord, en innovation, il va falloir que vous soyez beaucoup plus performants, que vous inventiez des verres nouveaux. Et puis la deuxième chose, il va falloir que vous preniez du verre recyclé. Et là, on s'aperçoit, deuxième filière après les vins et cosmétiques, que les parfums et cosmétiques se mettent à cela. Et aujourd'hui, une maison comme Guerlain, qui est une maison de tradition, où les clientes sont très attachées au poids du verre qui manifeste la qualité de l'objet, eh bien, Guerlain peut annoncer très tranquillement deux choses. À poids égal, il y aura désormais plus de contenu que de contenant. Pas inintéressant pour la cliente, qui est également une consommatrice. Et la deuxième chose, 100% des flacons et des pots comporteront du verre recyclé. Donc, des annonces comme celle-ci qui sont dans Live 360, c'est quelque chose d'assez fort et d'assez important. Donc, enfin, dernière chose, tous nos contenants devront faire l'objet d'une procédure, mais ça on aurait pu en parler pour Live 360, une procédure d'éco-conception qui dira déjà si ce qui est fait est bien fait ou mal fait. Très bien. Alors, je vais vous abandonner un petit moment. On va passer, on reviendra, on va reparler ensemble tout à l'heure. Jean-Baptiste Léger, je le disais, vous êtes directeur RSE et affaires publiques chez Lidl. Comme quelques-uns des acteurs de la grande distribution aujourd'hui, vous êtes très conscient de votre impact sur l'environnement et la société, et donc vous avez décidé de mettre en place des actions concrètes visant à limiter vos productions de déchets, le gaspillage alimentaire, et concrètement, vous menez des actions, des initiatives depuis 2016, c'est pas toujours très connu et reconnu, et déjà vous avez pu éviter 35 000 tonnes de biodéchets, je ne crois pas me tromper. Votre programme s'appelle En route vers demain. Et donc, vous dites, bien sûr, on n'est pas exemplaire sur tout. Par contre, il y a des points sur lesquels on a vraiment des bonnes pratiques qui ont été mises en place. Alors, qu'est-ce que c'est En route vers demain ? En route vers demain, c'est notre programme RSE, et c'est un programme qui est cohérent avec le modèle de Lidl. Il faut savoir que Lidl, on a un modèle de distribution unique qui est fondé sur 3 valeurs, la simplicité, l'efficacité et la transparence. L'efficacité parce que finalement on a un modèle de distribution intégré et aujourd'hui on arrive sur la partie logistique notamment à avoir des taux de remplissage des camions de plus de 94%, ce qui permet du coup aussi d'augmenter l'efficacité de notre logistique et de réduire le prix, de proposer le vrai prix des bonnes choses, le meilleur prix en magasin. Ce modèle de Lidl, il a des avantages aussi du point de vue de la circularité. Sur 3 points, c'est ce que vous avez dit, la gestion des déchets, et la lutte contre les gaspillages alimentaires et aussi sur les emballages. Alors, on va y revenir. Sur la gestion des déchets, déjà, qu'est-ce que vous avez mis en place de façon très concrète ? Alors, on a mis en place ce qu'on appelle une logistique inversée. C'est-à-dire que tous les supermarchés Lidl, aujourd'hui, sont livrés tous les jours depuis un entrepôt. Et donc, ils sont livrés avec des produits. Mais ces camions repartent, non pas à vide, mais ils repartent à plein avec les déchets d'exploitation du magasin. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui, l'immense majorité des magasins Lidl n'ont plus de bennes, n'ont plus de poubelles, ne sont plus collectés par les collectivités locales. Tous les déchets repartent en entrepôt où ils sont massifiés pour être recyclés. Et donc, pour vous donner un ordre de grandeur et être dans le concret, c'est plus de 240 000 tonnes de déchets qui sont produits chaque année par l'ensemble des 1550 supermarchés Lidl. Et sur ces 240 000 tonnes de déchets, plus de 84% sont recyclés. On parle de carton, on parle de plastique, et on parle aussi de déchets organiques. Alors comment ils sont recyclés ? Qu'est-ce que vous en faites ? Alors le carton part dans une usine de recyclage, où il peut être transformé à nouveau en carton.
Le plastique, lui, en fonction de la qualité du tri, peut aller soit dans du plastique alimentaire, mais c'est très très rare aujourd'hui, on y reviendra peut-être tout à l'heure, Oui. soit généralement dans d'autres filières où il peut être transformé en mobilier de jardin ou même en objet qu'on retrouve ensuite sur nos parkings. Il faut savoir qu'on a des systèmes de pavés drainants avec des petits maillages en plastique Oui, qui sont sur les issus places de parking, qui qui sont issus permettent des- de drainer quand il y a de Exactement. l'eau, etc. Et donc, en fait, le plastique que vous récupérez est utilisé pour faire ces pavés drainants. Exactement. Et les déchets organiques, quant à eux, sont soit méthanisés, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés pour produire de l'énergie, ou du biocarburant, soit partent en compostage, et là, ils sont épandus dans les champs pour l'amendement. Et pareil, ceux qui sont utilisés en biogaz, on peut ensuite les retrouver dans les camions qui alimentent Lidl. On va en reparler. Alors, la loi, elle fixe de nouveaux objectifs, comme la fin du plastique jetable d'ici 2040, ou encore l'interdiction d'éliminer les invendus non alimentaires. On va d'abord parler de la lutte contre le gaspillage alimentaire, si vous voulez bien, parce que là aussi, c'est un deuxième point important de votre action sur laquelle vous vous êtes penché. Oui, donc nous on a un programme qui s'appelle Zéro Gaspillage et qui vise justement à limiter, supprimer le gaspillage alimentaire. Et ce programme, il est en 3 étages. Le premier, c'est pour celles et ceux d'entre vous qui sont clients Lidl, vous le voyez tous les jours en fait, ça porte sur les produits frais. Aujourd'hui, donc tous les produits qui arrivent à date de péremption sont vendus à des prix très attractifs pour justement éviter le gaspillage alimentaire. Donc on parle de la viande qui est vendue à 1 €, on parle aussi de cagettes de fruits et légumes qui sont plus optimum du point de vue de la qualité mais qui sont tout à fait consommables et vendables, qu'on vend dans des cagettes de 5 kg au prix de 1 €. Voilà. Et continuons ce circuit, c'est-à-dire que sur ces produits-là vendus déjà à des prix intéressants, vous reversez, je crois que vous menez une action en plus en direction d'une association, les Restos du Cœur. C'est ça, donc spécifiquement sur les cagettes de fruits et légumes qui sont vendues 1 €, 50 centimes sont reversés aux Restos du Cœur. Alors vous me direz 50 centimes c'est rien. Mais ce qui est important, c'est que cette action de vendre des cagettes à 1 €, elle est menée dans tous les supermarchés Lidl, tous les jours, depuis 2016. Donc depuis 2016, on a vendu 14 millions de cagettes. Ça fait donc 7 millions d'euros au Restos du Cœur. Ça représente 50 000 tonnes aussi de biodéchets qui ont été évités. Et ces 7 millions d'euros au Restos du Cœur, c'est une somme considérable. Ça leur permet de financer des camions frigorifiques, ça leur permet de financer des entrepôts. Cette année, on a lancé 2 nouveaux projets avec les Restos du Cœur qui sont des projets d'insertion et des projets aussi de soutien au départ aux vacances. Et donc, ce qui nous intéresse chez Lidl, c'est qu'on fait des actions qui peuvent paraître petites, mais qui, mises bout à bout dans l'ensemble des supermarchés Lidl, faites tous les jours depuis plusieurs années, ont un impact considérable. Et c'est ça qui est vraiment le cœur du modèle Lidl en matière de Et sur les produits secs, pareil, je crois, vous les rapatriez dans l'entrepôt. Exactement. Donc les produits secs, donc c'est les produits qui sont à date de durabilité minimale. Eux sont rapatriés en entrepôt, massifiés, c'est-à-dire que vous avez les retours de 60 à 70 supermarchés en entrepôt. Et donc là, ils sont collectés par des associations partenaires, comme les Restos du Cœur ou d'autres. Et donc c'est beaucoup plus confortable pour eux, parce qu'au lieu de faire la tournée des 70 supermarchés, ils vont directement à l'entrepôt, ils chargent un camion complet, et derrière, c'est beaucoup plus simple pour ces associations du point de vue logistique. Donc là aussi, c'est quelque chose qui fonctionne bien, qui tourne bien et qui aujourd'hui nous permet d'être très efficace sur la gestion des invendus alimentaires. Alors, parlons de notre sujet qui est ô combien important, c'est le plastique. Le plastique, on sait là maintenant il va vers sa fin de vie, mais en attendant, il continue à polluer en particulier les mers, les océans. On en parlera demain, il y a une conférence très intéressante à 11h30 sur le sujet. Qu'est-ce que vous faites pour limiter ce plastique, puisque de toute façon, il faut aller vers la fin? Oui, nous avons une stratégie très claire en matière de plastique. La première, ça vise à augmenter la recyclabilité. Donc, on a un objectif à 2025 d'avoir 100% de nos emballages qui sont recyclables, c'est-à-dire éliminer les plastiques qui ne le sont pas. Un deuxième objectif qui vise à augmenter la part de plastique recyclé dans nos emballages. Et un troisième objectif qui vise à réduire le poids de nos emballages. Et sur ce troisième point, on a mené plusieurs initiatives qui visent justement à alléger nos emballages. Pareil, ça peut paraître pas grand-chose, mais mise bout à bout, vous allez voir, ça a un impact considérable. On a changé en 2020 notre emballage sur les bananes. Il faut savoir que Lidl, on est le 2e vendeur de fruits et légumes en France, en volume. Et donc, on est passé d'un sachet plastique à un bandeau plastique. Donc, on utilise toujours du plastique, mais c'est un grammage inférieur. Bon, on enlève quelques grammes sur un paquet de bananes, très bien. Mais si vous mettez ça avec tous les volumes de l'entreprise, derrière, c'est plus de 120 000 tonnes de plastique qu'on a retiré du marché. Donc voilà, c'est, je pense, le fort de la grande distribution, c'est d'avoir des petites actions, mais qui derrière ont un impact considérable. Est-ce que ces actions qui rentrent dans le cadre d'une économie circulaire sont créatrices d'emplois? Ben oui, parce que aujourd'hui, quand vous investissez dans des filières de recyclage, par exemple, vous donnez un flux de matière ou un flux d'argent
à de nouvelles actions. On parlera tout à l'heure, je pense, de tout ce qui est réparabilité et réemploi. On voit aujourd'hui qu'il y a des emplois qui sont à la clé. Et du point de vue de l'entreprise, c'est aussi une source de profit. Au lieu de mettre du carton dans des emballages ou dans des poubelles qui partent en incinération ou en enfouissement, si vous le recyclez, si vous le triez correctement, derrière, vous transformez une source de coût en source de profit. Et donc vous avez là, pour le coup, une intersection, une coalescence entre les intérêts économiques, les intérêts environnementaux et les intérêts économiques, pas seulement de l'acteur Lidl, mais finalement de toute la société française. Il faut vous rendre compte que Lidl en France, c'est par exemple presque 200 000 emplois soutenus. On est 45 000 employés, mais avec tout l'investissement qui est fait dans nos achats, mais aussi dans les filières de recyclage, c'est plus de 200 000 emplois qui sont créés et soutenus dans toute la France. Alors, pour terminer, là, vous le disiez tout à l'heure, pour bien expliquer la circularité qui se fait, l'exemple des camions était assez flagrant, puisqu'on a dit, ils partent à plein, ils reviennent avec des cartons, vous recyclez, vous faites du biodéchet, et ensuite, ce carburant, enfin, vous en faites du carburant utilisé. Expliquez-nous pour les camions, pour les faire fonctionner. Oui, tout est lié en fait. La circularité, c'est aussi relier différents acteurs ensemble et aussi relier différentes sources d'impact d'une entreprise pour en faire une source de bénéfices environnemental ou économique. Donc là, c'est vrai que nos biodéchets, l'important c'est déjà de bien les trier en magasin. Ensuite, lorsqu'ils sont rapatriés en entrepôt, il faut trouver des partenaires pour les traiter. Mais certains donc les méthanisent et fabriquent du biocarburant. Et ce biocarburant peut être remis dans des camions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a chez Lidl 18% de camions qui fonctionnent avec des carburants alternatifs au diesel. Alors, c'est que 18%, mais on est quand même sur une progression très rapide. Et donc, le biogaz de nos camions peut être issu des déchets Lidl. Alors, ce sont des boucles qui sont locales. Ça dépend aussi des partenaires locaux. Donc, aujourd'hui, je n'affirme pas que tous les camions Lidl fonctionnent avec du biogaz Lidl. Mais l'objectif, c'est d'aller vers ça. Et on est sur cette route-là. C'est ça. L'économie circulaire, elle est vertueuse parce qu'elle crée des effets d'entraînement. Je vous donne un autre exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la consigne pour recyclage des bouteilles plastiques. Malheureusement, aujourd'hui en France, seule une bouteille sur deux est recyclée. Et donc l'idée, c'est de développer de nouveaux schémas, comme par exemple le fait d'apporter sa bouteille plastique directement en magasin pour qu'elle soit mieux triée et mieux recyclée. Chez nous, Lidl, ça nous intéresse parce qu'on a déjà un flux qui existe entre nos supermarchés et nos entrepôts. Donc demain, s'il s'agit de faire des balles, des grosses, avec des bouteilles plastiques, on pourra très facilement le valoriser. On créera davantage de PET, de plastique recyclé, qu'on pourra mettre dans les bouteilles. Or, aujourd'hui, on a du mal à trouver du plastique recyclé. Donc si on arrive à augmenter et à améliorer le flux, ce sera un bénéfice pour tous et ça nous permettra aussi d'atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, que la France s'est fixés en termes de recyclage. Merci beaucoup. À votre côté, c'est Martine Maragou qui est la vice-présidente, on le disait, d'Emmaüs France. Alors, pour rappel, c'est l'abbé Pierre qui a créé en 1949 le mouvement Emmaüs, qui représente aujourd'hui en France un réseau de 292 structures qui interviennent dans les domaines divers domaines d'ailleurs, de l'action sociale, de l'hébergement, etc. Et près de 30 000 acteurs qui sont ancrés sur tout le territoire. Alors, Emmaüs, tout le monde connaît. Aujourd'hui, on parle d'économie circulaire, de développement durable, mais vous, c'est de façon indirecte, car votre mission première, c'est d'abord de soigner l'homme. Voilà, alors d'abord un grand merci de nous avoir invités sur ce plateau. J'avoue que le Nouveau Monde réussit un exploit de réunir donc Christian Dior et l'abbé Pierre, c'est extraordinaire, vraiment, je trouve que c'est extraordinaire, ce qui veut bien dire qu'un monde nouveau est en train de naître. Ça, je crois qu'on n'aurait même pas imaginé il y a quelques années, et je crois que ça c'est la force, et je vous en remercie fortement. Alors nous, le recyclage, bien sûr, nous recyclons. Vous savez, les journalistes, quand ils me demandent on parle de recyclage tout le temps. Moi, ça me fait sourire parce que l'abbé Pierre, grâce à lui, nous recyclons depuis 70 ans. Mais nous recyclons, j'allais dire, intuitivement, parce que c'est un outil qui nous permet d'abord de faire vivre des femmes et des hommes. Alors, avec l'abbé Pierre, quand il a créé en 1949, les communautés Emmaüs, c'était plutôt des hommes. Maintenant, nous accueillons également des femmes et même des enfants, mais depuis 70 ans, ces gestes quotidiens de recyclage, de trier les vêtements, les meubles, etc., ils sont chez nous quotidiens, parce qu'ils servent... Merci, monsieur. Ils servent, si vous voulez, à faire vivre des compagnons, et nous, je vais
pas donner tous ces chiffres que, donc, messieurs, vous venez de donner, mais nous, je vais vous parler de l'humain et en quoi ce recyclage permanent nous permet de faire vivre des hommes et des femmes. Par exemple, à Montpellier, nous avons près de 100 compagnons dans notre communauté. Alors, comment ça fonctionne très concrètement chez Emmaüs? On va réexpliquer le circuit. Bien sûr. Vous l'avez dit, hein, c'est essentiellement le cœur de votre sujet, c'est les hommes avant tout. Mais pour faire vivre cette communauté, il y a ces structures qui fonctionnent et qui récupèrent des objets. Vous le disiez, depuis très longtemps, comment est-ce que ça fonctionne? 200 structures chez Emmaüs, dans 87 départements, vous êtes présents. Et qu'est-ce que vous faites? Alors, d'abord, il faut bien savoir qu'une communauté Emmaüs vit sans aucune subvention. Ça, je le dis et je le souligne, sans aucune subvention. Donc l'abbé Pierre, en instituant avec les compagnons ce recyclage, le recyclage permet aux compagnons de travailler. Quand les compagnons arrivent chez nous, qui est un accueil inconditionnel, on ne demande pas le passer à un compagnon, ils arrivent, ce sont des êtres qui arrivent cabossés par la vie, avec, comme je dis d'abord, des bleus au corps et des bleus à l'âme. Donc nous soignons d'abord les bleus au corps, et sachez que pour nous c'est un enjeu très important. Ce sont des gens, comme je vous dis, cabossés par la vie. Alors, quand nous avons la CMU, c'est parfait. Quand nous avons la ME, c'est parfait. Et quand nous n'avons rien, eh bien, nous soignons quand même. Donc, ils arrivent, nous les soignons, et puis nous les aidons par le travail à se restructurer, à refaire leur colonne vertébrale. Ils travaillent chez nous 8 heures par jour. Je vais vous expliquer comment. Ils travaillent chez nous 8 heures par jour. Et le travail c'est un engagement obligatoire quand ils pénètrent dans une communauté. Alors, ils travaillent, nous avons sur site à Montpellier 26 nationalités qui travaillent ensemble, donc le vivre ensemble, nous le pratiquons au quotidien. Et ils travaillent à la réception des objets lorsque les donateurs viennent nous apporter des objets sur la communauté, quand on va également chez les particuliers chercher des objets. Ces objets sont amenés sur la communauté, ils sont triés, réparés et revendus. Et c'est par cette revente, cette vente, ça nous permet de faire vivre tous ces gens. Ne me parlez pas d'équilibre dans notre société, dans notre association, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais bon, nous continuons, nous sommes là pour l'humain. Donc là, on voit bien les 3 axes du développement durable, le social, l'environnemental et l'économique, qui se rejoignent de façon évidente chez Emmaüs. Donc un modèle d'économie solidaire et circulaire qui est possible, que vous mettez en place. À l'heure où on parle du réemploi, qui est au cœur des obligations des collectivités locales, des réglementations autour des déchets qui se multiplient, le mouvement Emmaüs est aussi impliqué dans ces filières. Vous y participez activement. Alors, on va peut-être s'arrêter sur 3 des filières principales pour donner des exemples de ce que vous faites. Peut-être la filière textile, qui reste une filière très utilisée, très connue. Il y a un stand, d'ailleurs, qui est présent ici, dans les allées du Forum du Monde Nouveau. Voilà, la filière textile est très importante chez nous. Donc, les vêtements sont triés. Il y a un premier tri. Ils sont repositionnés, parfois on les répare et nous les revendons sur site à Emmaüs. Ensuite, nous avons tout ce qui est le meuble également, réparé, trié, réparé, vendu sur site. Et parfois transformés même. Nous avons parfois nous redonnons, en sérusant certains meubles, nous leur redonnons une nouvelle vie, un nouveau look. On relook un petit peu ces objets. Et puis tout ce qui est appareil électrique, électronique, etc., à qui nous donnons une seconde vie quand c'est possible de réparer. C'est plus de 3 millions de mètres cubes, je crois, de marchandises, dont les appareils électriques et électroniques, que vous récoltez chaque année. Voilà. Alors, ils sont déposés
tout à fait, soit sur les communautés, soit évidemment nous allons les récupérer sur place en organisant même des collectes à l'intérieur, parfois sur les places de village de certaines villes, certains villages. Nous allons à la rencontre des donateurs, j'allais dire. Et donc, l'important, c'est vraiment cette filière de réemploi avec la remise en état et la revente quand on peut. Alors, la filière de réemploi pour la remise en état, la revente, et puis n'oubliez pas chez nous aussi les solidarités, parce que nous sommes là aussi au cœur de la solidarité. Nous avons des familles qui viennent frapper à notre porte, qui n'ont absolument aucun moyen de subsistance, à qui nous donnons, je dis bien nous donnons, le nécessaire pour vivre décemment. Quelle est la place et l'investissement aujourd'hui des compagnons? Enfin, est-ce que tout le monde participe, a conscience de participer à cette économie circulaire? Alors, ça, nous les sensibilisons à cela. Alors, nous les sensibilisons, par exemple, au niveau de la nourriture. Vous voyez, parce que le compagnon, lorsqu'il arrive, il vient de la rue. Nous sommes un pont, si vous voulez, entre la rue et puis en espérant pouvoir le réinsérer plus tard dans la société. Il reste en moyenne 4 à 5 ans chez nous, parfois 30 ans, 31 ans. Ils meurent même à la communauté, c'est leur famille. Et lorsqu'ils arrivent, si vous voulez, le manque crée, disons, un besoin, par exemple, de remplir l'assiette et de jeter la nourriture. Alors ça, nous reprenons, nos directeurs qui sont là ont vraiment ce sens éducatif, pédagogique, pour leur faire comprendre qu'on ne gaspille pas, que tout a un prix, et voilà. Mais nous leur pardonnons cela au début, parce qu'il faut bien comprendre qu'ils n'ont pas... psychologiquement, ce sont des êtres quand même fragilisés. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens qui viennent chez Emmaüs, ou qui donnent à Emmaüs, ont conscience de participer à cette économie circulaire, ou est-ce qu'ils se débarrassent de choses qui les encombrent, point? Alors, j'allais dire les deux. Ils se débarrassent d'abord de choses qui les encombrent, voilà. Mais en même temps, nous leur faisons comprendre aussi qu'en venant sur la communauté, ils participent à ce recyclage, ça c'est important, et qu'ils participent aussi à la reconstruction d'un être. Comme je dis toujours, le don et l'achat, c'est la rencontre chez nous. Parce qu'en achetant un objet, la personne, le client, entre guillemets, va parler au compagnon. Et par cet échange, par le regard, c'est une mise en confiance du compagnon, et c'est pourquoi je vous dis, d'ailleurs c'est affiché chez nous, que c'est solidaire, mais c'est aussi la rencontre, j'insiste bien sur cela. C'est pour ça que nous ne sommes pas sur la communauté de Montpellier et certaines communautés de France, nous ne sommes pas sur Internet. Parce que Internet, alors vous allez me dire, vous vous privez peut-être de quelque chose, de recycler, etc. Oui, bien sûr, c'est sûr. Mais vous tenez au lien humain. Nous tenons au lien humain, et je crois que c'est ça qui est important, c'est cette rencontre entre le particulier, l'acheteur et notre compagnon. Merci beaucoup, Martine. On va revenir et reparler aussi un petit peu par la suite. Laetitia Vasseur, vous êtes fondatrice de l'association HOP. Alors, c'est une association, je le disais, qui s'appelle Halte à l'obsolescence programmée. Vous dirigez également, on en reparlera, le club de la durabilité. Et vous êtes vice-présidente d'honneur de l'Institut du numérique responsable. Le ministère de la Transition écologique vient d'ailleurs de vous accorder l'agrément d'association de protection de l'environnement dans le cadre national. Donc c'est une belle reconnaissance de votre travail. La loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, elle a été promulguée en 2020 et elle se décline autour de 5 axes. Sortir du tout jetable, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, agir contre l'obsolescence et mieux produire. Alors avec vous, c'est cette partie-là qui va m'intéresser, agir contre l'obsolescence, puisque selon l'ADEME, en France, plus de 44% des appareils tombent en panne sans être... seulement 44% des appareils qui tombent en panne sont réparés, ce qui veut dire, à contrario, que la grande majorité ne sont pas réparés. Et il y a à peu près 23
kilos de déchets par personne et par an de déchets électriques et électroménagers en France. D'où le problème de cette obsolescence dont vous vous êtes emparé. Mais peut-être d'abord définissons qu'est-ce que c'est l'obsolescence programmée. Oui, merci beaucoup. L'obsolescence programmée, ce sont les stratégies ou les techniques industrielles qui vont réduire la durée de vie d'un produit et le plus souvent pour faire en sorte qu'on en rachète un nouveau. Maintenant, c'est un délit, en effet, et ça depuis 2015 déjà. Mais après, au-delà de ce délit, puisque cette obsolescence délibérée et parfois difficile à prouver, peut représenter finalement quelque chose d'assez marginal. Par contre, l'obsolescence prématurée, pour ne pas utiliser le terme du délit, elle est très répandue. Des produits qui ne sont pas suffisamment conçus avec la pensée de savoir est-ce qu'ils vont durer dans le temps, à contrario certainement de certains secteurs comme le luxe parfois. Alors quels sont les différents types d'obsolescence qu'on va trouver ? Alors, il y a plusieurs formes d'obsolescence. L'obsolescence technique, tout d'abord. Donc là, par exemple, une puce sur les cartouches qui vont faire en sorte que vous renouveliez un petit peu plus vite les cartouches ou même l'imprimante en entier ou sur les téléphones portables, des pièces détachées qui ne sont pas disponibles, même si ce sont des pièces d'usure. Vous avez aussi l'obsolescence logicielle. Donc là, c'est vraiment le software, c'est les mises à jour logicielles qui vont faire qu'une fois téléchargé, l'appareil va ramer, va dysfonctionner, ou même qui va empêcher sa réparation par des réparateurs indépendants. Et puis après, vous avez aussi l'obsolescence culturelle, esthétique, qui est un peu plus ambiguë peut-être, qui représente les phénomènes de mode, de marketing, qui sont également orchestrés pour vous faire penser que vous devriez changer un appareil, un produit, et en particulier dans le textile d'ailleurs, parce que vous n'êtes plus suffisamment à la mode, et donc il faudrait, même s'il est parfaitement utilisable, il faudrait le renouveler plus vite que prévu. Est-ce qu'il existe des sanctions contre cette obsolescence programmée ? Oui, alors depuis 2015 justement, nous avons obtenu le délit d'obsolescence programmée et des sanctions qui vont jusqu'à 2 ans d'emprisonnement, mais plus pour les entreprises, 5% du chiffre d'affaires. Donc par exemple, nous avons mené une plainte contre Apple, pour ne pas les citer, enfin, c'était quand même contre cette marque pour la plainte, qui a abouti il y a peu de temps à une sanction pour tromperie par omission, qui est un peu différent de l'obsolescence programmée, mais assez similaire finalement, et pour 25 millions d'euros d'amende. Alors on peut se dire pour Apple, c'est pas grand-chose, c'est une goutte, oui, mais il faut savoir que ce genre d'action ont été menées dans d'autres pays dans le monde, aux États-Unis, en Italie, un peu partout, il y a eu d'autres sanctions. Donc au bout d'un moment, ça commence à peser et ça fait un peu bouger les lignes. Alors, le plus souvent, est-ce que ces sanctions qui existent, là vous nous avez donné un exemple qui est assez parlant et emblématique parce que c'est Apple, mais est-ce qu'elles sont appliquées, les sanctions pour obsolescence programmée ? Alors, le délit d'obsolescence programmée est encore assez difficile à caractériser. C'est vrai que c'est un délit assez jeune et la jurisprudence, les juges, les investigateurs de la DGCCRF ont du mal à caractériser ce délit parce qu'il est écrit d'une manière un peu ambiguë, avec une double intention à prouver, donc c'est assez complexe. Et là, il est en train d'être réécrit dans des textes de loi qui sont actuellement à l'étude au Sénat et à l'Assemblée nationale pour être justement simplifié. Donc là, il y a plusieurs plaintes qui sont en cours encore aujourd'hui contre Epson sur les imprimantes, Nintendo sur les jeux. Donc on voit que ça avance. Et au-delà de la sanction juridique, je dirais qu'il y a aussi la sanction marketing et réputationnelle. Puisque aujourd'hui, en mettant la pression sur les marques d'un point de vue médiatique, citoyen, politique, eh bien, on complète cet arsenal juridique pour vraiment faire bouger les lignes et ça fonctionne. Alors, est-ce qu'il y a une question qui se pose quand même, mettre fin à cette obsolescence programmée, est-ce que ça met en péril des emplois ? Alors ça, c'est une question intéressante, oui. Puisque l'obsolescence programmée, finalement, l'idée, c'est de renouveler les ventes. Dans les années 30, c'était une bonne idée pour relancer la croissance. Donc, en effet, maintenant, c'est devenu un problème puisqu'on connaît les enjeux environnementaux qu'on ne peut pas ignorer et renouveler constamment les produits. C'est non seulement un problème de déchets, mais aussi en termes d'impact environnemental de la fabrication des produits qu'on est amené à renouveler plus souvent. Donc,
cet enjeu-là nous fait nous réinterroger sur ce qu'on appelle l'économie linéaire, l'économie classique, pour aller vers l'économie circulaire. Bien sûr, ça se pose la question des emplois, mais en fait, c'est peut-être contre-intuitif. Alors, je ne nierai pas que, bien sûr, si on achète moins de produits neufs, il y aura forcément des impacts sur certains emplois. Après, est-ce qu'ils sont basés en France ou pas? Le plus souvent, non. En tout cas, pour l'économie française, clairement, ça représente une opportunité d'aller vers cette économie circulaire et l'allongement de la durée de vie des produits, parce que les emplois dans la réparation, dans le reconditionnement, dans les pièces détachées et l'auto-réparation, dans l'économie de l'usage, tout ça, c'est vraiment vecteur d'énormément d'emplois. Et nous travaillons en lien avec des entreprises j'en parlerai tout à l'heure, qui sont là-dedans. Et par exemple, Fnac Darty recrute énormément de réparateurs. Une jeune start-up comme Murphy, qui est une nouvelle entreprise de la réparation, forme des milliers de réparateurs chaque année parce qu'il manque de réparateurs et les jeunes peuvent se diriger vers ces anciens métiers, mais qui reviennent à la mode et bien sûr qui sont pourvoyeurs de beaucoup d'emplois. On parle de quels enjeux là quand on parle d'obsolescence programmée? Alors l'obsolescence programmée, il y a plusieurs enjeux bien sûr, économiques, on vient d'en parler. Écologique, c'est vraiment aussi un leitmotiv pour l'association HOP, Halte à l'obsolescence programmée. C'est l'enjeu des déchets, vous l'avez dit, 23 kilos de déchets électriques et électroniques par Français en moyenne par an, mais surtout l'empreinte écologique de la fabrication. Pour un smartphone, c'est jusqu'à 80% de son empreinte environnementale qui se situe au moment de sa fabrication. Donc pour nous, tout l'enjeu, c'est vraiment d'allonger la durée de vie d'un produit, que ce soit entre nos mains dès qu'on l'a acheté la première fois, mais peut-être à la deuxième usage, notamment grâce au travail formidable des personnes d'Emmaüs et de beaucoup d'autres entreprises de l'économie sociale et solidaire ou de l'économie classique. Parce que si on rachète un produit de seconde main ou qu'on nous l'a donné, etc., on allonge sa durée de vie. Et donc, on évite de racheter du neuf. Et c'est vraiment ça l'impact pour réduire son empreinte environnementale. Vous, HOP, vous menez quel type d'action, justement, pour lutter contre cette obsolescence programmée? Des actions juridiques, on l'a vu. D'autres types d'actions, de sensibilisation peut-être? Oui, tout à fait. Alors, on parlait des enjeux. Pour nous, il y a quelque chose de très important, c'est qu'il y a l'enjeu environnemental qui est très fort, mais aussi l'enjeu social. Parce que l'obsolescence programmée, ça nous parle à tous. On a souvent eu l'expérience de produits qui tombent un peu trop vite en panne et qui nous agacent parce qu'un lave-linge, c'est pas hyper sympa ou sexy à changer, contrairement peut-être à d'autres types de produits. Et donc, on a eu cet objectif de fédérer les consommateurs, de nous regrouper, parce qu'une personne qui a un problème avec sa bouilloire va être impuissant, mais si des milliers de personnes se rassemblent avec le même problème, on va pouvoir faire bouger les lignes. Donc fédérer les consommateurs, pour nous, c'est très important. Donc on fait beaucoup de sensibilisation. On a d'ailleurs un site qui s'appelle produitsdurables.fr pour conseiller dans le quotidien, parce que c'est bien joli de se dire je vais allonger la durée de vie de mes produits, mais comment je fais pour choisir un ordinateur ou un autre en fonction de sa durabilité, en fonction de sa réparabilité, c'est pas du tout évident. Donc on a créé ce site dans ce but. On fait aussi des actions de plaidoyer politique. On a écrit plusieurs livres blancs en français, en anglais, pour influencer les réglementations en France et en Europe. Et on a obtenu pas mal de victoires, je pourrais y revenir. On fait aussi un travail avec les entreprises, soit parfois de dénonciation, bien sûr, mais aussi de co-construction, parce que c'est elles qui nous proposent les alternatives pour que ce soit facile, à proximité, de pouvoir participer à cette économie circulaire par l'allongement de la durée de vie de nos produits. Merci. Alors, préparez vos questions. Si vous avez des questions, commencez à vous faire voir. On va vous apporter un micro. N'hésitez pas à lever la main pour pouvoir poser vos questions. On va éclairer un peu la salle. Voilà, on vous voit mieux. On a essayé de vous apporter pas mal d'éclairage sur ce qui se faisait. Si vous avez des précisions supplémentaires que vous souhaitez demander, on attend vos questions. On va vous regarder, ne vous inquiétez pas, signalez-vous bien. En attendant, je crois qu'il y a un monsieur qui a levé la main. Je reviens vers vous, Marc-Antoine Jamet. J'avais deux questions pour vous. D'abord, est-ce qu'aujourd'hui, on sait que le marché de la seconde main, il grignote petit à petit des parts dans des distributeurs classiques sur la scène commerciale, et c'est valable aussi pour le luxe. Est-ce que c'est un secteur, cette seconde main, dans lequel vous avez envie d'aller? C'est un secteur qu'on n'aurait pas regardé, là encore, il y a 20 ans.
mais entre-temps, il y a des choses qui sont modifiées. Un objet qu'on achète chez Berluti, qui est un fabricant de souliers, un fabricant d'accessoires, un fabricant de vêtements pour hommes, est un objet sur deux est réparé. C'est-à-dire qu'on revient et on repart avec. J'ai essayé de le dire également, la durée de vie d'un certain nombre de bagages chez Vuitton, le but, c'est quand même qu'on se les passe de génération en génération comme une montre. Ou je peux prendre un autre exemple, il est courant maintenant chez Guerlain d'apporter son flacon et de faire du refuel, ce qui est assez étonnant, ça ne serait pas venu à l'idée de nos parents de le faire. Donc, on a changé de vue sur ce qui était possible par le luxe. Et donc, le marché de la seconde main, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder, quelque chose de la réutilisation. Mais là aussi, il y a des traces peu à peu qui sont... Je vois qu'un couturier très connu, Patou, que le groupe LVMH a intégré il y a fort peu de temps, propose des collections dans lesquelles il y a deux types de vêtements. Il y a les vêtements de la collection nouvelle, il y a ce qu'on appelle les essentiels, qui ne sont pas de cinéma, mais c'est des collections qu'on a déjà vues et qui reviennent. Donc en matière de durabilité, en matière de retour, en matière de gestion du temps, il est clair que le luxe, tout en restant dans la durabilité, on est assez peu dans l'obsolescence programmée, ou ça serait assez contre-productif, a changé sa perception de ce que pouvait être l'occasion, la nouveauté, de ce qui pouvait être l'extraordinaire, le singulier et le courant et le déjà vu. Alors, il y avait une question. Est-ce que la personne... Oui, allez-y. Si on vous apporte un micro, sinon je viens vers vous. Ça y est, le micro arrive. Bonjour, monsieur. Allez-y, levez-vous si vous voulez. Je me lève aussi comme ça. On vous écoute. Bonjour. Bonjour. Oui, ma question est simple au départ, mais elle demande un brin d'explication. La question, c'est est-ce qu'à économie circulaire, il ne faut pas ajouter une monnaie circulaire? Alors, quelques brins d'explication, notamment pour des personnes dans la salle. Assez rapide, hein, je vais vous demander d'être un peu concis. À savoir, il existe en France, depuis une loi de 2014, ce qu'on appelle des monnaies locales complémentaires. Elles ont pour objectif de n'être utilisables que dans une zone géographique donnée, département, région. Voilà, ici, à Montpellier, il y en a une qui s'appelle la graine. Alors, ces monnaies ont l'avantage de passer du consommateur au commerçant, du commerçant au fournisseur, du fournisseur à ses salariés, et de continuer à circuler dans la même zone géographique. Donc on retrouve tout à fait ce que les uns et les autres nous ont expliqué de l'économie circulaire, à savoir la matière première de l'un doit être utilisée par une entreprise, son sous-produit doit pouvoir être réutilisé, recyclé, réparé, etc. Donc la question reste relativement simple. J'ajoute encore un tout petit élément. J'ai bien dit complémentaire à l'euro. Il n'est pas question de remplacer l'euro. On a besoin de monnaies dites mondialisées pour abreuver ce qu'on appelle les chaînes de valeur mondialisées, que des entreprises dans le luxe connaissent très très bien, qui suppriment d'ailleurs les emplois chez nous, mais on gardera des monnaies mondialisées. Mais à côté de ça, il faut stimuler notre économie locale et nos emplois locaux. Donc, monnaie circulaire. Merci beaucoup, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué ici. C'est un exemple complémentaire de ces économies circulaires, la monnaie. Vous voulez réagir? Oui, bien sûr. Oui, d'abord, difficile de laisser dire qu'on détruit des emplois, plutôt on en crée. Je veux dire, il est clair que les entreprises que je représente sont plutôt en situation de créer des emplois. On a annoncé il n'y a pas très longtemps qu'on allait créer 25 000 emplois au groupe LVMH et 2500 sont en France. Mais vous avez raison. Et alors, on peut le faire avec une traduction monétaire ou une traduction industrielle. Il est clair que l'économie circulaire, c'est fabriquer des écosystèmes où, à condition que l'ensemble de la chaîne de valeur soit en France ou soit dans une région, je prends l'exemple par exemple des cosmétiques, où là, la monnaie locale devrait être celle de la région Centre-Val de Loire. On s'aperçoit que les fournisseurs d'ingrédients, ils sont entre Tours, Chartres et Orléans. Les gens qui créent des parfums, ils sont entre Tours, Chartres et Orléans. Les gens qui font le packaging de ces parfums, ils sont entre Tours, Chartres et Orléans. Et les gens qui les testent, qui les vérifient, qui les expédient, sont entre Tours, Chartres et Orléans. Et vous avez raison, l'économie circulaire, la proximité, la création d'écosystèmes crée des ensembles industriels dont on pourrait imaginer qu'à l'échelon infranational, ils ont une caractéristique. Et donc, comme ils ont une homogénéité, une cohérence infranationale, on pourrait aller jusqu'à ce que vous dites, c'est-à-dire de leur donner, de les doter d'une monnaie, puisqu'ils ont déjà une existence économique, une existence industrielle locale, et que c'est qu'à la fin, quand le produit est expédié, qu'il est différent. Donc je vous entends de ce point de vue-là, ça fait longtemps que je me bats pour dire que
si les parfums étaient des voitures et si elles étaient entre Stuttgart et Munich, on dirait que c'est un écosystème à l'allemande ou une sous-traitance à l'allemande. Et comme on est français, on a peine à le dire. Mais vous avez raison, on a des systèmes tellement intégrés, tellement proches, qui pourraient tout à fait justifier l'utilisation d'une monnaie. Alors, il faut savoir qu'on reçoit aussi des questions sur les réseaux sociaux, donc je vais me faire le relais de ces questions. Est-ce que, peut-être à Monsieur Léger, celle-ci s'adresse-t-elle, est-ce que vous pouvez aussi inciter les industriels à améliorer la recyclabilité de leurs emballages, justement par vos choix d'orientation ? Oui, bien sûr, c'est comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire que nous, Lidl, on est distributeur, mais on travaille avec des industriels, des fournisseurs qui sont responsables de l'élaboration de ces emballages. Et donc nous, on fixe un cahier des charges. Quand on dit qu'on enlève, qu'on a un objectif à 2025 d'avoir 100% d'emballage recyclable, ça veut dire qu'on leur dit, écoutez, on ne veut plus d'emballage en PVC, on veut des emballages qui soient en polyéthylène ou en polyéthylène terephthalate, parce que ce sont aujourd'hui les plastiques qui sont recyclés dans les chaînes de valeur. Donc c'est vraiment nous qui sommes donneurs d'ordre là-dessus, et c'est un travail d'éco-conception qu'on peut soit internaliser, soit externaliser. Je vous donne juste un exemple. On a commencé à travailler cette année avec Citeo, qui est l'éco-organisme en charge des emballages et des ordures ménagères en France, pour justement travailler sur notre démarche d'éco-conception de manière à atteindre nos objectifs de réduction. Alors, une autre question qui nous demande des précisions sur la loi AGEC, justement, parce qu'il y a des éléments importants, différents dans cette loi AGEC. On va rappeler que la loi AGEC, c'est celle qui est donc pour la lutte contre le gaspillage. Oui, il y a des choses très importantes qu'on a réussi notamment à obtenir à l'association HOP, qui vont changer un peu les choses pour les consommateurs directement. Déjà, un indice de réparabilité. Donc ça va être un indice, c'est déjà un indice obligatoire depuis 2021 sur 5 catégories de produits. Si vous ne l'aviez pas déjà vu en magasin, je vous invite à regarder plus précisément, en ligne ou en magasin, sur les ordinateurs portables, les smartphones, les lave-linges à hublot, les tondeuses à gazon et les smartphones. Bien sûr, ces 5 catégories de produits, maintenant, vous avez une indication, une note sur 10 de leur capacité à être réparés, et notamment par tout un chacun. Plus on a une bonne note, 9 sur 10, plus c'est un produit qui normalement peut être réparé par tout un chacun. Et il y a toute une liste de critères qui ont été élaborés avec le gouvernement, en lien avec toutes les parties prenantes dont nous faisons partie, sur, par exemple, est-ce qu'il y a des pièces détachées, est-ce qu'il y a des notices pour réparer, est-ce qu'il y a des conseils d'entretien, etc. Et c'est vraiment très important, parce que ça nous donne le choix de pouvoir aller vers un produit plus réparable ou pas. Et puis, cet indice, mieux encore, va être transformé en un indice de durabilité. Donc, dès 2024, donc finalement, dans très peu de temps, demain, on va avoir des produits où on saura non seulement s'ils sont réparables, mais surtout s'ils sont fiables et robustes. Et ça, c'était vraiment pour nous le combat à gagner, parce que ce qu'on veut, c'est des produits qui durent sans avoir à devoir les réparer de notre poche, n'est-ce pas ? Et du coup, sur plusieurs catégories de produits, là encore, qui vont chaque année s'étendre à de plus en plus de catégories. Donc ça, c'est vraiment important, parce que non seulement pour nous, ça va nous aider à mieux choisir, mais ça va aussi pousser les consommateurs à s'améliorer en termes de conception. Les constructeurs, pardon, oui. Les fabricants, parce qu'elles vont avoir la pression de la concurrence, de qui sera le mieux disant, et on espère qu'elles changent comme ça leur pratique et la conception même des produits, donc c'est vraiment important. Et puis un autre élément, c'est le fonds réparation et le fonds réemploi, mais je reviendrai plus sur le fonds réparation, puisque ça va permettre aux consommateurs que nous sommes d'aller vers des réparateurs qui seront labellisés, où on pourra obtenir une réduction directement sur la facture de réparation. Si c'était une facture à 100 €, eh bien peut-être vous devrez payer seulement 80 €. Et c'est le réparateur qui prend directement à son compte cette réduction, qui lui se tournera vers les éco-organismes pour récupérer le manque à gagner, qui est payé par une contribution des constructeurs eux-mêmes. Et donc ça va être un coup de pouce pour la réparation d'un point de vue très financier, bien que nous luttions avec les parties prenantes pour avoir un fonds ambitieux avec une enveloppe suffisante, bien sûr. Alors il y a une question dans la salle, justement. On va vous passer le micro, monsieur. Oui. On vous écoute. Merci. C'est une question qui s'adresserait plutôt à monsieur Léger, représentant de Lidl, par rapport au circuit court, l'économie locale et en matière alimentaire. Donc est-ce que vous développez une stratégie pour passer des accords
avec l'économie locale pour éviter les circuits longs, importer de l'alimentation de très loin. Il y a toujours la problématique des produits bio, on sait très bien, mais si on importe des produits bio de plusieurs milliers de kilomètres, finalement, au plan de l'empreinte carbone, c'est désastreux. Merci pour votre question. Merci beaucoup. Oui, tout à fait. On l'a dit, l'économie circulaire, c'est souvent aussi des écosystèmes territoriaux à plus ou moins large échelle. Alors chez Lidl, on a 72% de nos produits alimentaires qui sont made in France. Et au sein de ces produits-là, il y en a certains qui sont effectivement présents que dans certaines régions. C'est une gamme particulière qui s'appelle Saveurs de nos régions. Je vous l'ai dit, on a un modèle centralisé où on fait tous nos achats en France et parfois des produits, vous les trouvez toute France ou parfois dans certaines régions. Donc ça a un impact au niveau local. Mais on n'est pas du tout dans un système aujourd'hui où on peut référencer un produit sur un seul supermarché. Donc on réfléchit à développer ce qu'on appelle des corners locaux, justement pour ajuster un peu la maille et faire en sorte qu'on passe de l'échelle régionale à l'échelle locale, mais ça implique chez nous en tout cas de changer vraiment le modèle d'achat de l'intérieur. Notre modèle aujourd'hui a quand même des bénéfices du point de vue régional, du point de vue environnemental, enfin du point de vue économique, pardon. Comme je vous l'ai dit, on a pour un emploi Lidl à peu près 5 emplois qui sont créés dans l'économie française. Et sur le département de l'Hérault où on est, Lidl représente à peu près 1% des emplois du département. C'est un peu plus de 4000 personnes, emplois directs, indirects et induits. Donc on a aujourd'hui bien sûr un effet d'entraînement sur l'économie locale. Il y a une autre question dans la salle. Si vous pouvez vous lever, je ne sais pas. Hop, merci. Quelle est la personne qui a le micro? Voilà, je vous vois, madame. Bonjour. Bonjour. C'est encore une fois une question pour Monsieur Léger. C'est une question de marketing parce qu'en fait, je suis très intéressée de savoir pourquoi est-ce que Lidl ne met pas tout. C'est parce que c'est un énorme. En fait, c'est super bien pour les consommateurs de savoir tout ça. Et pourquoi est-ce que Lidl ne met pas ça en valeur, par exemple, dans le supermarché? Est-ce que c'est un choix marketing de pas, par exemple, changer toutes les couleurs en vert? Comme par exemple fait McDonald's pour dire voilà on est super écologique. Est-ce que c'est un choix de mettre ça peut-être un peu plus, alors pas vraiment en France? Pas en avant, pas Voilà. tout à fait en avant en tout cas. Alors on le met un peu en avant, mais c'est vrai que pour moi ce qui m'intéresse c'est vraiment la recherche de l'impact. Et donc toutes les initiatives qui sont menées en matière d'économie circulaire et de RSE, elles doivent avant tout avoir un impact sur la réduction de l'empreinte sociale, environnementale de l'entreprise et de toutes ces chaînes de valeur. Le marketing en fait partie, parce que bien sûr, on a un rôle d'éducation et de sensibilisation du consommateur. Mais ce n'est pas la queue qui remue le chien, si je puis dire. Il faut vraiment que ce soit aussi sincère avec l'engagement de l'entreprise et ancré dans ses pratiques. Donc aujourd'hui, par exemple, sur la relation qu'on a avec les éleveurs, et on met en avant les contrats tripartites, la manière dont on arrive à contractualiser pour répartir mieux la valeur sur la chaîne. Donc je préfère qu'on mette l'accent sur des chaînes de valeur, des produits, plutôt que de vraiment changer tout le marketing d'entreprise et passer en vert, parce que ce serait peut-être un peu trop excessif. On a une question pour vous sur les réseaux sociaux. C'est est-ce qu'il y a des projets chez Emmaüs justement pour continuer à développer cette économie circulaire? Voilà, alors il y a des projets tous les jours. Nous avons le problème, vous le pensez bien, financier pour les réaliser, mais nous avons notre projet le plus proche, c'est la création d'une menuiserie, puisque nous avons un compagnon, un senior, qui est menuisier sur la communauté et qui va assurer un tutorat pour les juniors, parce que, évidemment, les gens que nous accueillons, parfois, n'ont aucune formation initiale et qu'il faut que nous leur donnions également un métier pour leur permettre après de se réinsérer dans la vie sociale. Oui, alors ce projet, c'est un projet d'une menuiserie. Marc-Antoine Jamet, le luxe, est-ce qu'il a un rôle à jouer, une responsabilité de montrer justement la voie quand il s'agit de se transformer pour répondre aux défis qui attendent notre planète, les défis écologiques demain? Est-ce qu'il doit montrer l'exemple de par sa visibilité, de par sa force? Par sa force, c'est sa force économique, et c'est la voie de la France, le luxe. C'est la voie de Paris, beaucoup. C'est la voie de la France, beaucoup également. C'est la voie du champagne, c'est la voie du cognac, c'est la voie de Centre-Val-de-Loire. Donc, fatalement, il est une illustration de ce qui ne se fait ou de ce qui ne se fait pas. Si on dit à Shanghai, si on dit à Vladivostok, si on dit à Buenos Aires, le produit que vous avez devant vous, une fois encore, le Made in France, authenticité des produits, performance de l'innovation, sécurité du consommateur, protection de l'environnement. Si vous faites ces 4 piliers, si vous le dites, c'est probablement l'ensemble d'une économie qui devient plus vertueuse, c'est probablement l'image d'un pays qui est meilleure. Et puis, évidemment, il y a une force de prescription. La mode a une force de prescription, un langage publicitaire, une capacité de promotion.
discours qui s'adresse à maintenant une universalité, une humanité tout entière, qui fait qu'on est porteur moralement d'un certain nombre de messages. Et puis la troisième chose, c'est quand même que les valeurs... Pourquoi il y a du luxe en France? Il y a du luxe en France parce qu'il y a eu une monarchie qui a développé avec Colbert et Louis XIV un certain nombre de manufactures d'État, et qu'elles étaient synonymes quand même d'art de vivre, de qualité et d'épanouissement. D'épanouissement pour ceux qui en profitaient. Aujourd'hui, on est dans un autre système, mais on est toujours porteur de ces valeurs. Il serait très compliqué de dire on est l'art de vivre à l'européenne, on est un certain épanouissement, un certain bien-être, une certaine estime de soi, on a une capacité à dire l'excellence et la performance de l'industrie française, mais en même temps, on ne fait aucune attention à la circularité, mais en même temps, nous sommes profondément déceptifs et l'obsolescence calculée de nos produits serait terrible. Donc pour ces trois raisons, une histoire de représentation économique, une force de prescription et les valeurs mêmes qui sont celles du luxe, qui sont quand même la créativité, l'innovation, et pas du tout, en règle générale, la banalité ou la nullité, eh bien, je pense qu'on a évidemment un devoir particulier, on est représentant. J'ajoute également, et je finis, qu'à un moment ou un autre, on s'aperçoit que, par exemple, les parfums et cosmétiques sont passés cette année dans le commerce extérieur de la France devant l'aéronautique. On a plus vendu de rouge à lèvres qu'on a vendu d'avions. C'est moins utile d'une certaine façon, c'est plus personnel d'une autre. À ce moment-là, vous avez un rôle qui est un rôle de leader. Et le leader, il doit être éclairant, il doit être exemplaire. Est-ce qu'on arrive à travailler collectivement dans le secteur, ensemble, dans le secteur du luxe, justement pour faire évoluer les choses? Aussi bizarre que ça puisse paraître, moi je dirige un pôle de compétitivité qui s'appelle la Cosmetic Valley. Et dans la Cosmetic Valley, on est loin des directions générales. On est une fois encore entre Chartres-Orléans et Tours. Et on s'aperçoit que les directeurs industriels, les directeurs de recherche, ils travaillent avec beaucoup plus de facilité qu'on ne le croit ou qu'on ne le dit. Mais il peut arriver également que les grands groupes du luxe s'unissent. Je pense, on en parlait récemment, la charte du bien-être des mannequins, qui avait pour but très directement de lutter contre l'anorexie, de lutter contre un certain nombre d'addictions, de faire arriver plus de diversité et probablement également d'être plus rationnel dans le comportement des mannequins. C'est quelque chose qui a pu unir Chanel, Hermès, Kering et LVMH. Donc on s'aperçoit qu'au-delà d'une concurrence qui est réelle, il y a quand même des buts qui sont partagés. Il y avait une question. Oui, on va vous passer un micro, monsieur. On vous écoute. Merci. Bonjour, bienvenue. Bonjour, oui, merci de votre émission, c'est très bien. Je voudrais remarquer que depuis 50 ans, depuis la création du rasoir BIC, nous avons une politique qui s'est développée sur l'usage unique. Et cette politique d'usage unique a touché plein de secteurs, et en particulier la santé, puisque pour des raisons de sécurité et des raisons économiques, beaucoup de choses sont jetables. À chaque fois qu'il y a des actions, il y a des tonnes de choses qui sont jetées pour ne plus l'utiliser pour le laver, pour le repasser, pour le stériliser, etc. Est-ce qu'il y a une action qui est menée pour changer cette politique de l'usage unique? Alors, peut-être Laetitia est la plus amène de répondre là-dessus. Déjà, je pense que c'est une réflexion tout à fait pertinente. Nous, on se bat contre justement cette course à l'usage unique, mais pour installer la durabilité, au contraire. Et dans la loi AGEC, notamment, il y a eu des mesures et qui sont reprises de plus en plus au niveau européen contre l'usage unique, par exemple, des sacs plastiques ou des pailles, des choses comme ça qui, aujourd'hui, pour certains, peut-être les plus jeunes peut-être, mais pas forcément d'ailleurs. Une paille, c'est presque aberrant en fait. Un bout de plastique qu'on utilise 30 secondes pour le jeter, et pourtant c'est extrêmement répandu. Et c'est des choses qui sont en train d'être remises en cause, et tant mieux. Donc sur ces aspects-là, oui, c'est en train d'évoluer, même si certainement c'est trop doucement. Après, il y a même des groupes comme BIC qui travaillent à la durabilité de leurs produits. Après, il ne faut pas que ça reste dans le segment de mon produit est jetable, mais c'est le plus durable des jetables. Je pense qu'il faut quand même aller au-delà, en effet, et retrouver la durabilité. Après, là, je crois qu'il devait y avoir peut-être quelqu'un qui défend les familles zéro déchet. Oui, Monsieur Pichon qui s'excuse, qui n'a pas pu venir, il s'est blessé hier, donc nous a appelé. Mais effectivement, par contre, vous avez son ouvrage sur l'exemple de la famille zéro déchet, une expérience qu'il a menée avec sa femme et ses 2 enfants en 2014, de donc éliminer les déchets. Et donc son ouvrage est en vente sur le stand là-haut, où il raconte son aventure, comment il a fait pour passer de 200 kilos de déchets à l'année à un bocal de déchets sur l'année. Voilà. Et c'est vrai que les familles, de plus en plus, vont vers des modes de vie zéro déchet et qui incluent
d'éviter d'avoir des sacs plastiques ou des boîtes en plastique ou même des emballages pour avoir des bocaux, etc. Donc ça se démocratise de plus en plus, je crois. Il y avait une autre question. On va vous passer le micro. Merci pour votre mission. Bonjour. Bonjour. On vous écoute. Nous représentons une petite association qui travaille depuis quelques années en regroupement de scientifiques, ingénieurs en biotechnologie. Nous avons travaillé sur de la science biomimétisme dans des forêts humides, dans des zones tropicales, sur 3 continents. Et nous venons de fermer une grande boucle avec une solution de matière première qui permet, alors cette matière première avant tout elle est durable et elle est en gestion carbone neutre, qui permet de réaliser de la biomasse. Avec cette biomasse, nous l'apportons pour les producteurs de biodiesel, biokérosène, bioplastique, ainsi que le bioéthanol pour produire la bioélectricité et le biogaz. Aujourd'hui, nous, en petite association de regroupement, la question s'adresserait, le message, au groupe LVMH et ainsi que Lidl, par exemple. Est-ce que vous êtes prêts à nous accompagner aujourd'hui, des petites structures comme la nôtre, qui avons travaillé et qui avont besoin d'accompagnement dans ce sujet de la bioénergie? Voilà. Alors, je pense qu'il faudrait qu'ils vous rencontrent et qu'ils écoutent un peu plus votre projet et votre action pour pouvoir vous répondre, mais je vais les laisser prendre la parole, oui. Je peux peut-être répondre pour expliquer comment une enseigne comme Lidl, par exemple, envisage la transition énergétique. Schématiquement, la transition énergétique chez Lidl, c'est 3 axes. Un premier qui consiste à réduire les consommations d'énergie, en étant plus efficace. Un deuxième qui consiste à promouvoir les énergies renouvelables. C'est là où ça répond à votre question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on installe des panneaux solaires sur les toits de nos supermarchés et de nos entrepôts. On achète aussi des garanties d'origine d'électricité verte. On est aujourd'hui à 100% d'électricité verte sur l'ensemble des supermarchés et des entrepôts et des sièges sociaux. Et on développe aussi la mobilité électrique. Mais c'est vrai que, comme je l'ai mentionné sur la mobilité, on développe aussi des motorisations alternatives. Aujourd'hui, c'est 18% des camions Lidl qui fonctionnent avec autre chose que du diesel. Et l'objectif, bien sûr, c'est d'accroître cette part. Et par motorisation alternative, on entend des carburants tels que le biodiesel, l'oléosan, et donc d'autres biocarburants. Donc aujourd'hui, il y a un marché pour ça. On a pas mal parlé aussi ces derniers jours d'hydrogène. Oui. Lidl, on va inaugurer dans quelques semaines un entrepôt qui fonctionne à l'hydrogène vert dans les Pays de la Loire, donc pas en région Occitanie, mais on est aussi à l'écoute de ce que la région Occitanie va proposer, justement sur les engins de levage et demain sur la mobilité logistique. Donc, je vous conseille de vous rencontrer à l'issue de cette rencontre. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, madame. Bonjour, bienvenue, merci pour votre question. Bonjour. On vous écoute. Je vous remercie d'être là, en tout cas, c'est très intéressant. Ma question était, est-ce que, est-ce qu'on n'est pas un peu en train de se mentir soi-même quand on voit que les consommateurs nous poussent un peu au niveau stratégique par des publicités à consommer toujours plus et toujours plus? Est-ce que c'est pas un peu... Alors pour moi, vous parliez tout à l'heure d'obsolescence programmée. Je me demande si c'est pas plutôt une obsolescence esthétique, voire psychologique, où on voit de plus en plus de personnes qui sont incitées à aller acheter des produits parce que leurs produits qui se trouvent chez eux restent démodés. Et est-ce que ça pousse pas un peu à une surconsommation et donc problème circulaire? Alors, le problème de l'influence et du libre arbitre de chacun, de choisir par rapport à ce qui nous est proposé, d'y aller, d'acheter ou pas. Oui, je veux bien répondre à ça parce que c'est vrai que nous, c'est une critique qu'on adresse souvent, notamment à l'égard du gouvernement qui a du mal à aller vers ce thème de l'obsolescence culturelle. Par exemple, il existe un outil qu'on utilise qui sont des plaintes à l'adresse du jury déontologique de la publicité quand on voit qu'il y a des publicités qui vont trop loin en vous poussant clairement à renouveler un produit ou voilà, on avait vu des publicités par exemple qui vantaient un nouvel ordinateur et qui visuellement vous montraient que l'autre déguerpissait ou était enfoui sous terre. Enfin, c'était quand même très explicite. Et donc face à ce genre de publicité, on obtient gain de cause. On nous dit oui, vous avez raison, bravo. Et puis il ne se passe rien. On ne demande même pas à ce que la publicité soit retirée.
Donc même quand on a gain de cause, concrètement, il ne se passe rien. Donc c'est pour cela qu'on demande... Il reste du chemin. Il reste beaucoup de chemin sur ce terrain-là, et on demande à l'État de légiférer en termes de publicité pour mettre un certain cadre, pour dire qu'il y a des... Ça se fait déjà sur d'autres thématiques. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire de manière si explicite, si violente, d'autant plus que de l'autre côté, on donne la responsabilité, concrètement, aux consommateurs de bien choisir leurs produits. Vous aurez un indice de durabilité, de réparabilité. On ne travaille pas trop sur la conception des obligations. Bon, ça se fait plutôt au niveau européen. Mais concrètement, on dit aux consommateurs, vous avez les outils, vous êtes grand, vous choisissez, c'est vous qui allez faire bouger le marché. Sauf que si, de l'autre côté, on dit 15 000 fois par jour aux gens, achetez des produits neufs, vous serez des meilleures personnes, eh bien, on est complètement contradictoire. Et nous, on se bat pour ça. Donc je vous invite à rejoindre halteobsolescence.org pour avoir encore plus de pouvoir. Martine Maragou, vous vouliez réagir aussi là-dessus? Oui, alors je vais réagir aussi, je vais prendre un peu le contre-pied de ce qui vient d'être dit, parce que nous, sur nos communautés où nous n'avons que du marché de seconde main, je trouve qu'il y a de plus en plus une prise de conscience des personnes et de la responsabilité des citoyens qui viennent acheter en sachant très bien, c'est pas une mode, ils viennent acheter par adhésion ce choix de l'économie circulaire. Ce qu'on ne voyait pas il y a quelques années. Notre public est en train, enfin nos clients sont en train de se transformer. Au départ, c'était des gens qui étaient dans l'obligation, j'allais dire, d'acheter ces Emmaüs parce que c'était pas cher et qu'ils ne pouvaient s'habiller ou n'investir que dans des produits que nous vendions. Aujourd'hui, nous voyons quand même une prise de conscience sur la seconde main et les gens qui viennent chez nous par philosophie et par adhésion. Si vous me permettez, oui, bien sûr. Le consommateur, il est en train de changer, c'est plus le même. D'abord, il est dans le do-it-yourself, il veut participer, faire quelque chose par lui-même. Il est dans la personnalisation, il ne veut pas le même produit que la personne d'à côté. Donc, une publicité générale qui lui dirait « vous vous trompez, vous êtes 5000 à faire ça, soyez 5000 à faire autre chose », il ne marchera pas. Il est d'une volatilité terrible. Il n'est pas attaché aux marques, ou moins qu'on ne le croit. Il est attaché à un certain nombre de repères, de marques anciennes et connues. Mais en revanche, sur des marques moins implantées, il change absolument comme il veut. Il est totalement informé parce qu'il est figital. Ça fait très longtemps qu'il a regardé les caractéristiques d'un produit, qu'il regarde d'ailleurs son smartphone en même temps qu'il est dans la boutique et qu'il talonne le service après-vente. Ensuite, toujours par des moyens, il est en train de changer de manière assez radicale. Et donc la sensibilisation sert à éveiller le libre arbitre. Le consommateur est difficilement manœuvrable, il a les yeux ouverts, qu'il est beaucoup plus adulte, qu'il cherche à avoir des produits qui durent beaucoup plus longtemps. Je pense que moi je trouve ma voisine remarquable dans ce qu'elle explique avec une pédagogie forte. Et donc je pense que ce genre de discours, il y est beaucoup plus attentif. Il y avait une dernière question, je crois, par ici. Monsieur ? Voilà, ça sera la dernière. Ah, il y en a une deuxième. Allez, ça sera les deux dernières, si vous voulez bien. 3. Oh, voilà. Alors, on va les faire très concises, si vous voulez bien, parce que la table ronde touche à sa fin. Donc, oui, on vous écoute. Je vous remercie. Donc, déjà, je salue l'ensemble du plateau ici réuni, qui est très intéressant et surtout éclectique, donc, ce qui nous permet de diversifier les questions à vous poser aujourd'hui. Donc, avant de poser les questions aux deux industriels ici présents, créateurs de valeur ajoutée dans notre monde, cette croissance infinie sans plafond, je tiens à saluer les deux associations écologiques et environnementales qui méritent d'être promues comme des faiseurs de bien. Ma question s'adressera en premier lieu pour Monsieur Léger, représentant de l'industrie... La grande distribution. La grande distribution. C'est pas un gros mot, c'est ça. On est bien d'accord. Voilà. L'industrie polluante, non pas en matière de distribution de produits dont on a absolument besoin, mais plutôt créateur de pollution par le déchet plastique, donc l'emballage, dont on sait que c'est une catastrophe pour la planète, les océans. Bon. C'est extrêmement compliqué pour vous en tant que distributeur. Je pense qu'on en a tous pleinement conscience et nous sommes tous des consommateurs à pousser un caddie d'une manière ou d'une autre. Pensez-vous réalisable dans les années à venir, à une échelle quand même assez correcte pour que nos enfants puissent se dire que nous avons fait quelque chose pour eux, croyez-vous possible l'usage des recyclables, véritablement déjà d'une part, et le vrac, le développer avec la création de nouveaux métiers, peut-être à l'entrée des magasins, des lave-vaisselle ou autre, je ne sais pas, qu'on puisse nous éduquer, nous consommateurs, à une nouvelle manière de consommer. J'ai pleinement conscience de la logistique pour vos partenaires, fournisseurs, voilà. Et notre question s'adressera à
Monsieur Jamet, qui représente le luxe dans ce pays, on sait pertinemment que un gramme de CO2 ou un kilo ou une tonne de CO2 n'est pas émise de la même manière par un client de chez Lidl que par un client de chez LVMH. Trouvez-vous normal, d'un point de vue d'éthique, que les plus riches de la planète, dont on sait que ce sont les plus pollueurs, trouvez-vous normal que ce soit ceux qui soient mis le plus à contribution dans la transition écologique du monde? Merci pour ces deux questions. Alors, je vais commencer sur la partie emballage. Oui. Donc, les entreprises, l'État se sont fixés une feuille de route assez claire en 2020 avec la loi AGEC, en 2021 avec la loi Climat et Résilience sur la sortie du jetable et en particulier de nouvelles manières de vendre les produits. Donc sur le vrac, depuis le début de cette année, vous pouvez aller dans n'importe quel supermarché avec un récipient et demander à être servi dans ce récipient-là. Et si la personne vous le refuse, elle est en infraction. Et d'ici 2030, vous allez normalement avoir 20% de la surface de vente qui sera dédiée au vrac. Ça reste encore les modalités restent encore à calculer, mais on va vers cette tendance-là. Bien sûr, du point de vue des entreprises, ça nécessite des changements sur la chaîne logistique. Ça nécessite aussi de le positionner dans un contexte plus large. Je vais vous donner un exemple. Lidl en France, c'est 14 millions de tonnes d'équivalence CO2 sur l'empreinte carbone. 13,5 millions, c'est les produits qu'on vend. 200 000 tonnes, c'est les emballages plastiques. Donc l'immense majorité de l'empreinte environnementale d'une entreprise, c'est les produits que l'on vend. Bien sûr, il y a le couple produit-emballage, mais il ne faudrait pas non plus qu'en travaillant uniquement sur l'emballage, on oublie le reste, ou qu'on crée des effets pervers en augmentant le gaspillage alimentaire ou en augmentant d'autres impacts. Donc c'est vrai que nous, on a une vision globale et on s'adapte en fait aussi aux attentes de la société et du législateur. Donc on ira évidemment sur ces nouvelles manières de vendre les produits. Monsieur Jamet. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le fait que de posséder un sac ou un rouge à lèvres ne fait pas partie des droits de l'homme et du citoyen. J'ai bien regardé la déclaration, à aucun moment ça ne comportait. Mais on est libre de dire des choses qui sont des opinions, il vaut mieux les fonder. Je vais m'en prendre méchamment à Monsieur Léger, et il ne va pas m'en vouloir. Il vient de dire un chiffre. 13,5 millions de tonnes de CO2 produits en France par Lidl. Le chiffre mondial d'LVMH, c'est 4,8 millions. Donc vous voyez que la production mondiale de CO2 due aux clients, due au travail, due aux fournisseurs d'LVMH est le tiers de la 4,8, 13,5. La production... Non, mais vous avez dit producteur de beaucoup de CO2. Donc j'essaye de vous expliquer que vous avez juste dit une erreur. Ça, c'est la... Oui, c'est les riches. Les 4,8, c'est les riches. Ouais. Maintenant, deuxième erreur, ce serait de croire que les riches sont les seuls acheteurs de produits de luxe. Ce serait faire de la ségrégation, ce serait faire de l'élitisme, ce serait d'être quelqu'un d'assez peu ouvert que de le penser. Je pense qu'un rouge à lèvres... Je vais finir. Je pense qu'un rouge à lèvres qui est un produit de riche, comme chacun sait, je pense qu'un certain nombre de produits ne sont pas que des produits de riches, contrairement à ce que vous croyez. Et vous seriez étonné de savoir quelle est la répartition sociale de ceux qui achètent nos produits, sauf si vous pensez que seuls les riches peuvent avoir des produits de luxe, qui serait... Troisième chose, il faut y mettre un peu de verve, un peu de force, un peu d'allant. Laissez-moi, c'est un sujet sur lequel j'ai généralement un certain dynamisme. Troisièmement, il est clair que les gens qui fabriquent ces produits de luxe, lorsqu'ils ne les fabriqueront plus, ce qui sera une chance puisqu'ils sont fabriqués, je vous rappelle, à 95%, contrairement là aussi à des choses qui sont dites parfois, chez nous, avec des gens qui sont de l'emploi ouvrier. Voyons, ça vous gêne de dire, non mais vous pouvez ne pas me croire, mais si vous pensez... Madame, laissez-moi, je vais m'en débrouiller très bien. On est là pour une discussion posée. Une question, monsieur, une réponse. Si vous pensez que le champagne est fabriqué en Russie, si vous pensez que le cognac est fabriqué en Chine, si vous pensez que les cosmétiques sont fabriqués à Acapulco, et si vous pensez que les cuirs sont fabriqués, vous êtes libre de le penser, mais vous serez bien le seul. Il y a un certain nombre de vérifications. Dernière chose, enfin, je suis d'accord, je ne suis pas pour une décroissance, je suis pour une économie régénérative. Une économie régénérative, je préfère que, par exemple, les revenus du luxe permettent de planter 14 000 arbres dans un vignoble de Champagne qui, bien avant qu'LVMH n'existe, ne voyait plus un arbre à l'horizon depuis 2 siècles. Je suis tout à fait d'accord pour que l'argent du luxe permette de faire en sorte que 5 millions d'hectares, dont la moitié en Amazonie, fassent l'objet d'une sanctuarisation. Je suis absolument d'accord de faire que le luxe, qui est un acheteur assez essentiel, refuse totalement d'acheter la moindre ressource en matières premières dans des zones de déforestation et de désertification. Voilà ce que je voulais dire. Maintenant, vous pouvez me croire, pas me croire, ça partait de les riches qui achètent du luxe, produisent plus de CO2 que les autres,
4,8 millions empreinte mondiale, 13,5 millions empreinte nationale, et on arrive à dire que 4,8 millions, c'est plus. J'ajoute que je vous ai indiqué tout à l'heure un certain nombre d'objectifs. 0 plastique fossile en 2025, diminution par 2 du CO2 émis en 2030, ce qui va nous gêner quand même quand on sera arrivé à 2,4 millions d'empreinte mondiale, de dire qu'il y a des tas d'autres productions qui sont moins polluantes, ce sera compliqué, mais je trouverai toujours des gens pour le dire. Mais ne disons pas n'importe quoi, le luxe est plutôt une activité propre, qui ne fonctionne pas que pour les riches, qui produit un certain nombre d'emplois et qui est un actif de croissance dans toutes nos régions. C'est la vérité absolue. Merci beaucoup pour cette intervention. Je vais finir parce que moi j'ai une dernière question à poser et qui fait le lien un peu entre vous tous. C'est à vous Laetitia Vasseur parce que une autre action de HOP, c'est le club de la durabilité auprès des entreprises. Et ça c'est important parce que c'est un travail donc que vous avez avec justement chacune des entreprises avec lesquelles vous voulez faire avancer les choses. Oui, en fait, on a voulu créer un club de la durabilité avec des entreprises, dans le sens où on pense que c'est important d'embarquer les entreprises dans la durabilité de leurs produits et de créer les alternatives. Parce qu'un des freins qu'on observe, c'est que même si on est de bonne volonté, parfois c'est difficile de réparer, de savoir où acheter de la seconde main, ou de répondre à l'ensemble des besoins sur l'économie circulaire. En tout cas d'allonger la durée de vie des produits. Donc on a créé ce club de la durabilité, on a 26 entreprises de toute taille, des toutes petites startups comme des grands groupes qui prennent ce tournant de l'allongement de la durée de vie des produits, et parfois vraiment en contradiction avec ce qui se faisait depuis très longtemps. C'est beaucoup de logistique, essayer de retrouver la pièce détachée, savoir comment est-ce qu'on va la rendre disponible, etc. Il y a beaucoup de travail et c'est dans tous les secteurs, c'est transversal, du textile à l'automobile en passant par l'électrique et l'électroménager. Et c'est une aventure assez intéressante parce que c'est challengeant pour eux. On est à la fois exigeant mais très constructif. Et on espère qu'en effet, ça développe l'emploi, ça démocratise les solutions et que ça réponde vraiment à cet enjeu d'allonger la durée de vie des produits. Merci beaucoup. Je vais vous remercier à tous les quatre d'avoir joué le jeu, de venir nous présenter vos solutions. Je pense qu'on peut les applaudir pour leur témoignage. Merci beaucoup. Je vais aussi vous dire un petit mot avant que vous quittiez cette salle, parce que vous êtes tous là pour passer une partie de la journée avec nous. Je vous invite à suivre la suite de notre programme. Cette suite, elle est particulièrement enrichissante. Il y a un grand débat qui va avoir lieu à 16h dans cette salle sur les nouvelles citoyennetés. Et puis, il y a aussi dans la salle Antigone au niveau 2, c'est une plus petite salle faite pour une quarantaine de personnes avec beaucoup de proximité. 2 types de rendez-vous, ce sont les rencontres pour les métiers de demain et les rencontres inspirantes. Ce sont des formats de 30 minutes où il y a une seule personnalité qui vient raconter pour les rencontres inspirantes son engagement pour la planète. C'est ainsi que vous allez avoir à 15h30 à la sortie de cette réunion Salomé Géraud, qui est cofondatrice du Drive Tout Nu, qui va venir nous parler et de son engagement et de cette histoire de Drive Tout Nu. Et à 18h, vraiment un rendez-vous que je vous encourage à suivre, ça sera Michèle Saban. Michèle Saban, elle est présidente du Fonds vert R20 pour les femmes et présidente d'honneur du Fonds R20 des régions du climat et des actions, en collaboration avec Arnold Schwarzenegger en Californie, très engagée pour le climat. Et elle viendra nous parler de ces actions menées R20, le Fonds pour les femmes et les actions menées en Afrique. Michèle Saban, personnalité politique et européenne particulièrement engagée, viendra vous faire partager les actions menées maintenant pour les femmes et l'écologie de la planète à 18h dans la salle Antigone. Voilà, je vous remercie, ces rendez-vous étant annoncés. Je vous souhaite une bonne continuation d'après-midi. Merci beaucoup, au revoir.